Alors effectivement, une petite précision d'abord, je ne traiterai ici que des partis religieux juifs en Israël, même si je pense qu'il y aurait sans doute matière à faire une présentation concernant aussi les partis musulmans qui existent, mais voilà, ça ne relève pas de mes compétences. Alors au mois de juillet 2019, dans le contexte d'une des dernières campagnes législatives en Israël, une figure charismatique du monde religieux, d'origine française d'ailleurs, qui s'appelle Shlomo Aviner, avait déclaré que les femmes, je le cite, n'ont pas leur place dans la complexité du monde politique. Un mois après ces déclarations, c'est bien pourtant une femme, qui plus est non observante, Ayelet Shaked, que vous connaissez peut-être de nom, qui, après lui avoir répondu, je la cite, qu'une femme peut tout faire, même devenir chef d'État, prenait la tête de l'alliance Yamina, la droite, comprenant à l'époque, entre autres, le parti sioniste religieux, donc, dont lui-même d'ailleurs est proche. Un autre exemple, que c'était exemple assez marquant, quelques mois auparavant, en octobre 2018, c'est une femme qui, avec le soutien d'une partie de la population Haredi, alors ce qu'on appelle les Haredim en Israël, c'est un ensemble assez disparate, alors pour dire les choses un peu hâtivement, mais pour que ce soit assez compréhensible, on utilise en termes en français, on parle plutôt de ultra-orthodoxe, ça vous dit à peu près quelque chose. Eh bien, c'est une femme qui ravissait le poste de la mairie d'une petite ville, très conservatrice, très religieuse, qui s'appelle Beth Shemesh, et dans laquelle à peu près les 3/4 des habitants aujourd'hui donc appartiennent à ces courants haredim ultra-orthodoxes. Et ce, alors même qu'il y a quelques années, la Cour suprême israélienne avait condamné justement un parti politique ultra-orthodoxe pour discrimination, ce dernier refusant d'inscrire des femmes sur ses listes. Ainsi donc, on voit que les femmes ultra-orthodoxes, lorsqu'elles veulent entrer en politique, lorsqu'elles veulent agir en politique, elles ne semblent avoir eu jusqu'à présent pas d'autre choix que celui de rejoindre des formations traditionnelles. Et en même temps, nous verrons justement que dans cet État, dans lequel, qui se définit comme démocratique, mais dans lequel la question de la place de la religion demeure un débat important, le combat pour le droit des femmes dans le domaine politique n'émane pas seulement des sphères sécularisées de la société, c'est ce qu'on va voir, mais s'affirme également et de plus en plus, et c'est cela qui m'intéressera aujourd'hui, au sein même du monde religieux, du monde ultra-orthodoxe. Alors peut-être d'abord un petit mot rapide, dans un premier temps, sur l'existence de partis politiques religieux en Israël. Donc cet État, Israël moderne, né de la réalisation, vous le savez, d'une idéologie séculière, mais pas totalement étrangère à la religion, le sionisme, et dans lequel, donc, le 14 mai 1948, David Ben Gurion donc, proclame, je cite, la création d'un État juif, État porteur donc d'un projet national spécifique, mais par ailleurs, État de droit, je cite à nouveau la déclaration d'indépendance, qui assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Fin de citation. Ce qui pose donc évidemment d'emblée la question, qui reste une question très prégnante en Israël, de l'articulation de la place du religieux dans les dispositions constitutionnelles et dans les pratiques sociales. Avant même cette proclamation, avait été signée en juin 1947, je reviens un tout petit peu en arrière parce que c'est très important, ce qu'on appelle le compromis de 1947 ou la lettre de statu quo, lettre adressée par David Ben Gurion à l'époque à la tête de l'agence juive, aux responsables du parti ultra-orthodoxe Agudat Israël. Et l'objectif premier de cette lettre de statu quo, de ce compromis avec le courant ultra-orthodoxe, avec ce parti ultra-orthodoxe d'ailleurs lui-même non sioniste, ayant été à l'époque d'éviter à tout prix la division d'Israël qui aurait été insurmontable dans une période un peu complexe, compliquée, à ce moment-là, en s'assurant donc le soutien du monde religieux, du monde ultra-orthodoxe. Donc on a là une décision qui relève essentiellement, même si on pourrait en discuter, mais je n'ai pas le temps ici, de la tactique politique. De même que, vous le savez peut-être, c'est aussi pour satisfaire ce monde orthodoxe qu'il n'y a pas en Israël de constitution à proprement parler, mais des lois fondamentales, puisque pour les ultra-orthodoxes, il ne peut y avoir d'autre constitution que la Torah.
Bon, et donc, depuis cette date, il y a toujours eu des accords de coalition avec des partis religieux qui voient figurer cette formule, ce qui, évidemment, entraîne très régulièrement des débats donc, sur la scène politique et dans la société israélienne. Et c'est donc au titre de ce fonctionnement, que j'ai résumé un peu rapidement, qu'existent donc sur l'échiquier politique des partis religieux. Par ailleurs, au vu du système électoral à la proportionnelle, avec un seuil de vote très faible pour obtenir un siège au Parlement, on note en Israël une véritable fragmentation politique avec de très nombreux partis, dont certains parfois renvoient à un tout petit segment, un segment très étroit dans la société, et donc, par exemple, des courants religieux qui eux-mêmes s'incarnent différemment politiquement, selon un certain nombre de variantes qui peuvent être soit le degré de religiosité, soit le rapport au sionisme, soit l'origine géographique. On a des partis ultra-orthodoxes orientaux, séfarades et d'autres ashkénazes, etc., etc. Donc on a une véritable fragmentation. Et ce système électoral de la représentation proportionnelle rend ainsi impossible l'obtention d'une majorité de sièges au Parlement, ce qui a pour effet d'entraîner donc un système de coalition qui permet aux groupes politiques minoritaires, dont les partis religieux, d'exercer une influence réelle sur les processus de décision. C'est d'ailleurs un phénomène qui a eu tendance à s'accentuer depuis la fin des années 80. Voilà, donc c'est un peu rapide, mais c'est pour vous présenter un peu la situation. Et j'en arrive maintenant à mon deuxième point, qui portera sur le discours de ces partis religieux sur le statut et sur le rôle des femmes, notamment en politique. Alors, en Israël, le droit des femmes relève principalement de deux textes. D'abord, la déclaration d'indépendance que j'ai citée tout à l'heure, qui inclut, donc on l'a vu, l'égalité des sexes, et puis une loi datant de 1951 qui réaffirme le principe absolu d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. On peut ajouter aussi à cela tout un ensemble législatif, une véritable révolution législative féministe qui s'est beaucoup accentuée dans les années 80-90, en portant notamment sur les questions d'égalité à l'emploi, d'égalité salariale, de lutte contre le harcèlement sexuel, etc., etc. J'ajoute à cela que les femmes israéliennes, dans l'ensemble, bénéficient d'un assez haut niveau de formation, d'éducation, tout à fait comparable à celui des femmes dans les sociétés, les démocraties occidentales. Voilà. Ce qui n'empêche pas, et c'est là le cœur de mon propos, particulièrement dans le domaine très sensible du droit matrimonial et du droit familial, que la progression des droits des femmes est parfois et régulièrement entravée, justement par le poids politique que j'ai évoqué juste avant, de ces courants juifs haredim. L'illustration, évidemment, la plus probante, la plus manifeste, étant celle du monopole exercé donc par les ultra-orthodoxes sur les tribunaux rabbiniques, qui sont les seuls habilités à légiférer en termes de droit matrimonial, avec la fameuse question très cruciale du mariage et évidemment du divorce religieux, et notamment autour de cette question de la remise du certificat de divorce, le get, qui pose des problèmes parfois assez importants, que je ne vais pas développer ici, mais qui est quand même un point vraiment très, très, très central et très important. Donc avec le fonctionnement du système parlementaire qu'on vient d'évoquer, dans lequel les partis ultra-orthodoxes sont souvent indispensables pour former des coalitions de gouvernement, l'influence donc de ces partis religieuses est vraiment réelle. Et je renvoie à quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par Claudine Vassas, notamment autour de cette question, vous savez, des femmes du mur dont elle a parlé tout à l'heure, ces femmes orthodoxes qui revendiquent le droit de prier avec les mêmes attributs que les hommes donc devant le mur occidental, et donc dont les velléités sont contredites par les décisions du grand rabbinat d'Israël qui est aux mains des orthodoxes, justement. Alors, je ne vais pas développer là-dessus, parce que ça a été évoqué très bien tout à l'heure. Je dirais quand même simplement que les velléités de ces courants ultra-orthodoxes sont, à ce propos notamment, assez souvent contredits par les décisions de la Cour suprême en Israël, qui a assez régulièrement donc donné raison à ces femmes, mais
Il y a eu notamment en avril 2017 un arrêt de la Cour suprême qui s'était prononcé en faveur des demandes de l'Association des femmes du Mur, mais face à la pression de la droite religieuse qui avait menacé à ce moment-là de quitter la coalition gouvernementale, le Premier ministre de l'époque, donc Netanyahou, avait gelé la décision qui avait été prise. Alors, il y a eu d'autres rebondissements par la suite, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important d'avoir ça aussi à l'esprit. Donc on le voit, ces partis politiques religieux sont le principal relais d'un discours religieux très conservateur, et c'est aussi pour le coup, dans le domaine de la participation à la vie politique, que ce discours est diffusé au sujet des femmes par ces formations et qu'il a des effets importants. Alors, avec un véritable déni de la place politique des femmes. Alors, quand même, je souligne qu'il n'y a jamais eu autant de femmes députées qu'à la Knesset qu'aujourd'hui, hein, mais néanmoins, ça reste quand même assez insuffisant, et c'est encore plus insuffisant. Il y a une étude qui a été menée sur les maires des villes, hein, des communes, et où la part des femmes est extrêmement faible. Alors, c'est sûr qu'il y a évidemment d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, hein, mais néanmoins, il y a aussi ce poids important de ces partis religieux qui dénient donc la place politique des femmes en se fondant sur une certaine interprétation, qui est la leur, de la tradition, et notamment en se fondant sur cette question de la différenciation des sexes. Alors je n'ai pas le temps de développer là, mais ça a été évoqué tout à l'heure. On a, en gros, pour schématiser un peu, hein, cette idée qu'on aurait donc des hommes qui relèveraient donc de la lettre et puis des femmes de la coutume. Ça a été très bien montré tout à l'heure, donc je ne vais pas développer, même si, évidemment, il ne s'agit pas de nier le rôle important sur le plan religieux de ces femmes, puisqu'elles ont, notamment dans cet ordre de la coutume, on l'a dit tout à l'heure, à travers la préparation de la nourriture, à travers la matrilinéarité, à travers la transmission d'une éducation religieuse dans le cadre domestique, un rôle important, mais un rôle qui reste justement à l'intérieur domestique et pas un rôle public. Et c'est là-dessus justement que c'est autour de cette question, hein, du fait de s'engager publiquement que le bas blesse et que se situe donc cette question. Voilà. Et donc, c'est à partir de cette compréhension de la tradition que se déclinent ces discours relatifs aux femmes et à leur rôle. Mais nous allons voir que c'est aussi justement en se fondant sur les mêmes textes de la tradition, mais avec une interprétation, une approche qui est différente que d'autres courants du monde juif, mais aussi des femmes à l'intérieur même de ce courant ultra-orthodoxe vont trouver des arguments pour s'opposer à cette inégalité des sexes avec des personnalités importantes, y compris dans le monde ultra-orthodoxe, qui montrent que rien dans les textes sacrés n'empêche les femmes de s'engager en politique. Voilà, donc on l'a vu, hein, une tendance à ostraciser, à exclure les femmes donc de l'étude, de la prise de décision en matière de législation religieuse et, par ricochet, également donc de l'action politique, puisque pour ces courants, l'action politique n'est perçue que comme un instrument au service de la vocation religieuse du peuple juif. Et puis il y a aussi toute la question, j'ai pas le temps de développer ici, mais de ce qu'on appelle la tsniyut, c'est-à-dire les règles de relation entre les hommes et les femmes, qui forcément posent problème, ou en tous les cas seraient amenés à bouger dans le cadre justement d'une action politique. Mais c'est justement pour cela, malgré cela et à cause de cela peut-être, qu'à côté d'un féminisme séculier, on va dire plus classique, on voit se développer en Israël un féminisme orthodoxe qui entend notamment remettre en cause le rôle du rabbinat, du grand rabbinat, sur le droit privé et familial, sur la pratique religieuse, on l'a vu tout à l'heure, et aussi dans un second temps, aujourd'hui, sur la participation en politique. Alors, il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont contribué à cela. On l'a vu, hein, il y a notamment le fait que ces femmes sont en contact aussi avec des femmes, avec un monde sécularisé dans lequel le féminisme s'est développé. Il y a aussi la proximité probablement avec le monde, oui je me dépêche, ultra-orthodoxe américain,
hein. Et puis, il y a le fait aussi que ces femmes sont souvent plus en contact avec le monde séculier que leur mari, puisque, en général, elles travaillent pendant que leur mari étudie. Donc ça, c'est des choses qui ont pu jouer, hein. Et donc, il y a comme ça des courants qui se sont développés, d'abord pour mener un combat social, c'est-à-dire combattre les femmes Haredi de la nécessité pour elles de participer politiquement pour améliorer leurs conditions de vie, un combat judiciaire pour forcer les partis ultra-orthodoxes à intégrer les femmes dans leur rang, et puis, de plus en plus, donc, cette volonté d'agir politiquement, hein, en s'inscrivant vraiment dans une action politique et publique importante. Alors, c'est encore, je termine une minute, c'est un chemin qui est évidemment encore très long. C'est un chemin qui fait face à un certain nombre d'embûches, puisque évidemment il y a des résistances à cela. Je vous donne un exemple. Il y a eu très récemment un grand rabbin, un représentant important du monde ultra-orthodoxe, qui a menacé ces femmes d'exclure leurs enfants des écoles Haredi, donc dans lesquelles ils étudient. Hein, donc c'est une menace extrêmement importante parce que c'est un effet ricochet, c'est l'ensemble de la famille qui pourrait être affectée par ce combat d'une femme. Hein. Donc voilà, mais ce qui est important, je crois, et ce sur quoi peut-être on reviendra tout à l'heure, et je vais terminer avec ça, c'est que la situation est certes complexe, mais ce qui me paraît important ici, c'est de montrer que l'action de ces femmes ultra-orthodoxes qui cherchent à s'opposer à ces conceptions, et notamment dans le cadre de la pratique politique, elle se fait non pas en dehors, hein, mais bien à l'intérieur même de leur monde. C'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes qui ont pour volonté de quitter ce monde Haredi, cette société Haredi, mais de rompre avec le judaïsme orthodoxe, mais au contraire, donc, leur combat s'insère à l'intérieur même donc, de ce monde qui est le leur.